Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à votre Noté pour vous numéro 321. Cette semaine, trois grands thèmes à l'ordre du jour. Le premier va concerner les documents de consultation qui ont été publiés par l'Autorité européenne des marchés financiers concernant le niveau 2 du règlement Prospectus 3 dont on a parlé la semaine. Notre deuxième point concernera les guidance qui ont été publiés par le FSB, donc le Conseil de la stabilité financière, en matière de TILAC interne. Et le troisième point concernera l'ensemble de la documentation qui a été publiée par l'ESMA avec des mises à jour de ces documents de questions-réponses sur 8 thèmes. Concernant notre premier point et donc les documents de consultation de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, ce sont pas moins de 3 documents qui ont été publiés. Le premier va concerner le format et le contenu du prospectus. Concernant le format tout d'abord, étant donné que le règlement Prospectus 3 va conserver réellement la structure interne du prospectus et donc la structure existante du prospectus, le document de consultation va donc se concentrer sur les modifications à apporter au règlement délégué de 2004. Sur ce point-là, deux éléments importants. Tout d'abord, l'ordre des rubriques va être étudié. Et donc, il y a une proposition de l'ESMA de revoir l'ordre des rubriques tel qu'il existe aujourd'hui. Le deuxième point important, c'est que est proposé évidemment le format du nouveau document d'enregistrement universel. Concernant le contenu du prospectus, tout d'abord, on va constater une simplification des obligations financières à divulguer. Le deuxième point, c'est vraiment la mise en avant d'une mise en ligne sur le site internet de l'émetteur. Donc, on se rend compte qu'il y a des informations clés qui vont devoir être mentionnées, à savoir le code LEI de l'émetteur, mais également à chaque fois le lien sur lequel on peut retrouver l'ensemble de la documentation. Le troisième point sur lequel j'attire votre attention, c'est la future annexe 17 qui va, elle, être sur le contenu du document d'enregistrement universel. Dernier point va concerner les émissions secondaires. Et on va avoir sur cette question-là deux annexes, à savoir les futures annexes 18 et 19. Le deuxième document de consultation de l'ESMA va lui concerner le processus de soumission et d'approbation du prospectus. Le point qui est important et qui est souligné par l'ESMA, c'est la nécessité que les autorités compétentes puissent avoir un niveau suffisant de flexibilité. Donc c'est un point important en matière de soumission et d'approbation des prospectus puisque l'ESMA ne veut pas entrer dans un cadre qui soit trop rigide. Le dernier document de consultation de l'ESMA va lui concerner le contenu et le format du prospectus, mais pour les marchés de croissance. Je vous invite donc à lire l'ensemble de cette documentation, assez volumineuse il faut bien dire, puisque le premier document dont j'ai parlé comporte plus de 250 pages et que ces documents par contre sont en consultation publique jusqu'au 28 septembre 2017, donc ça vous laisse tout l'été pour vous y plonger. Notre deuxième point d'attention cette semaine va concerner le TILAC interne et la publication par le Conseil de la stabilité financière, le FSB, de ces guidance qui sont composés, comme cela a été indiqué dans le document de consultation de la fin d'année, de 20 guiding principles. L'élément clé de ce nouveau document concerne les filiales significatives. En effet, la question va porter sur leur identification, donc quelles sont au sein d'un groupe les filiales significatives, la composition de ces filiales significatives, la question de la répartition du TILAC interne entre ces filiales et évidemment le traitement des entités qui seraient soit non réglementées, soit non bancaires et qui seraient pourtant des filiales significatives d'un groupe. Donc ça, c'était vraiment le premier point, à savoir ce qu'on entend par ces filiales significatives.
Le deuxième point qui est abordé par le FSB va concerner les facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la taille de l'exigence de TILAC interne. Bien entendu, le FSB va aussi s'attacher à définir les conditions de l'émission et la composition du TILAC interne. Un point important dans ce document, c'est les caractéristiques du mécanisme de déclenchement du TILAC interne. Donc là-dessus, le FSB donne également plusieurs guidance pour pouvoir mettre en place ces conditions de déclenchement. Dernier point qui est abordé par le FSB, mais pas des moindres évidemment dans ces matières de résolution d'établissements qui sont systémiques et donc qui sont le plus souvent internationaux, c'est la coopération et la coordination entre les autorités d'accueil et les autorités d'origine pour pouvoir justement mettre en place ce système de TILAC et surtout en cas de déclenchement, les meilleures conditions pour que soient mis en place ces conditions de résolution. Je vous rappelle que ces Guiding Principles vont compléter évidemment le TILAC Term Sheet qui a été publié lui en novembre 2015 et que ces guidance s'appliquent en fait au paragraphe 16 à 20 du Term Sheet du FSB. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne les documents de questions-réponses de l'ESMA. En effet, cette semaine, ce ne sont pas moins de 8 documents qui ont été publiés par l'Autorité européenne des marchés financiers pour actualiser sur beaucoup de sujets les questions-réponses avant la trêve estivale. Alors, quels sont les thèmes qui ont été touchés cette semaine? Tout d'abord, les indicateurs alternatifs de performance. On a donc eu une actualisation du Q&A de l'ESMA sur ces indicateurs pour donner de nouvelles précisions sur leur utilisation et leur qualification. Deuxième champ d'application, ça va être la directive OPCVM 5, avec là aussi des précisions qui ont été apportées par l'ESMA. Des précisions ont également été apportées sur la directive et la mise en œuvre en fait de la directive AIFM, donc sur la gestion alternative et les fonds d'investissement alternatifs. Quatrième point, ça va être plutôt sur la MIF cette fois. Et on va avoir les structures de marché. Et là, c'est plus sur tout ce qui est le trading à haute fréquence qui va être évoqué par l'ESMA cette semaine, mais également un document sur les dérivés sur marchandises et donc là, toute la question des limites de position. Toujours en matière de MiFID, le 6e document va concerner le reporting des données. Donc on va avoir là aussi des éléments d'information sur les cases à remplir. Et dernier élément concernant la MiF, c'est sur la protection des investisseurs. Donc on va avoir là des questions sur la best execution notamment. Dernier élément sur lequel l'ESMA a apporté des modifications, c'est la réglementation abus de marché et la mise en œuvre du règlement MAR, notamment sur les transactions des dirigeants. Voilà pour les quelques textes que je voulais aborder avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end prolongé puisque demain c'est le 14 juillet et donc il n'y a pas d'activité sur les marchés. Je vous souhaite également de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec plaisir jeudi prochain. Au revoir.